arrive. Solution finale et interprétation. Donc je commence par ce que j'ai l'habitude d'appeler la solution théorique. Alors là, c'est la solution théorique. Et bien regardez, ça on l'a vu, on lit mon tableau. Donc voilà le tableau final que j'ai. Qu'est-ce qu'on a dit? Les variables hors base, alors, ou bien, parce que vous avez fait tous les tableaux, vous savez très bien quelles sont vos variables hors base, sinon, toujours la même chose. Hop. C'est les variables associées, vous voyez, c'est ce que j'ai mis en violet, associées au coefficient négatif sur la ligne delta, négatif parce qu'on est au dernier tableau du simplex, donc c'est E1 et E3. Donc par définition, ça veut dire qu'elles prennent la valeur 0. Et puis après, regardez, donc c'est là l'importance, vous voyez, de l'affectation des lignes. Il ne faut pas l'avoir fait n'importe comment. D'où, je lis maintenant mes 4 variables basses, c'est x, E1, y et E4. D'où on fait notre correspondance. Entre l'affectation des lignes dans ma première colonne base et les nombres que je vois apparaître dans la colonne second membre. Donc la première ligne étant associée à x, et j'ai 550 ici, donc x égale 550. La deuxième ligne est associée à E2, il y a 300, donc ça fait E2 égale 300. La troisième ligne est bien associée à y, y égale 300. Le 4 est égal à 300 aussi. Et enfin, dernier élément qui est important pour moi, la valeur de la fonction économique qui va donner la valeur du maximum recherché. Je regarde donc le nombre qui est à la fameuse intersection de la colonne second membre de la ligne delta. Toujours, même remarque, c'est toujours un nombre négatif, mais la valeur de ma fonction économique pour le sommet considéré, c'est l'opposé de ce nombre. Donc c'est 19 750. Alors, ce que je dis toujours, que ce soit pour une résolution graphique, ou une résolution algébrique par le simplex, ça c'est, on est en jargon matheux, d'accord ? Le but maintenant c'est que tout le monde comprenne votre conclusion. Si vous dites à quelqu'un, si c'est une résolution graphique, vous savez la solution que vous recherchez, c'est le petit point là qui se balade à l'intersection de telle et telle droite, il va vous rironner, c'est pas ça qu'il attend. Moi je veux savoir combien je dois fabriquer de produits, quelle va être ma marge maximum obtenue, etc., etc. D'accord ? Donc maintenant il faut interpréter tout ça. Pareil, si vous lui dites, oui, les variables principales prennent telle valeur, les variables d'écart, ma fonction économique est de temps, il va vous rironner. Allez, donc maintenant, interprétation concrète. Alors, on commence par répondre à la question de départ qui était posée, vous vous souvenez, c'était déterminer le programme mensuel, si mes souvenirs sont bons, de fabrication de mes 2 produits A et B, de manière à maximiser la fameuse fonction économique qui représentait la marge maximale sur coût variable. D'où, voilà ce qu'on a obtenu. X, vous vous souvenez, c'est les quantités de produits A fabriqués par mois. Y, les quantités de produits B à fabriquer par mois. Et mon maximum à 19 750, ma fonction économique représentait la marge globale mensuelle associée à la vente des 2 produits. Donc on fait une jolie phrase et on obtient par exemple, l'entreprise doit fabriquer et vendre 750 produits A et 300 produits B par mois, vous n'oubliez pas de mettre l'unité, afin d'obtenir une marge maximale mensuelle sur coût variable de 19 750 €. D'accord ? Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin. C'est vrai que ce n'était pas demandé au départ dans l'énoncé, mais on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va faire l'interprétation des variables d'écart, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle l'interprétation des capacités résiduelles. Donc, l'étude des capacités résiduelles, voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Quand on est, alors, en graphique, pour savoir les contraintes, c'est savoir quelles sont les contraintes qui sont saturées ou non saturées. Quand vous faites une résolution graphique, vous savez les contraintes qui sont saturées en regardant de quelle droite le sommet maximal obtenu et l'intersection. D'accord ? Quand un sommet est sur une droite, DI, ça veut dire la contrainte I est saturée pour ce sommet. Là, on est en simplex, donc on n'a pas les droites, mais tout simplement, c'est la valeur de la variable d'écart qui va nous permettre de savoir, pour le sommet, quelles sont les contraintes saturées ou non. Et donc, si j'ai un sommet du domaine faisable, si la variable d'écart EI est égale à 0, donc ça voudra dire, c'est quoi si elle est égale à 0 ? C'est-à-dire qu'elle est en situation de variable hors base, cette variable d'écart, ça voudra dire que la contrainte I associée sera dite saturée. Et au contraire, si pour un sommet considéré, la variable d'écart EI associée à une certaine contrainte prend une valeur différente de 0, c'est-à-dire que pour ce sommet, cette variable d'écart est en situation de variable dite base, et on dira que c'est non saturé. Alors là, pareil, c'est encore du jargon, programmation linéaire. Donc, on va nous détecter les variables, les contraintes saturées et non saturées, et après on va en faire une interprétation concrète. Donc regardez, donc là j'ai tout mis d'un seul coup, voilà, je reprends. Alors,
regardez, les deux contraintes qui sont saturées, c'est celle qui est associée à E1 et à E3, puisque c'est les deux variables d'écart qui prennent la valeur 0. Si on revient tout au début, E1 était associé à la première contrainte, et si vous vous souvenez, quand on a mis en place cette forme canonique, la première contrainte, c'était la contrainte main-d'œuvre. D'accord? Et donc, regardez, toujours pareil, vous ne dites pas la contrainte main-d'œuvre est saturée. Voilà. Hein. Interprétation concrète, ça veut dire, si on est arrivé à saturation comme c'était une contrainte de type inférieur ou égal, ça veut dire on est arrivé à quoi? Au maximum de la contrainte, c'est-à-dire à la capacité maximale possible. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Par exemple, on utilise la totalité des heures main-d'œuvre disponibles, soit ici 1950 heures main-d'œuvre. D'accord? Donc ça, c'est, vous voyez, l'étude des capacités résiduelles, c'est intéressant parce que ça nous donne des éléments supplémentaires. Puis on peut savoir, ben voilà, est-ce que si au contraire la main-d'œuvre n'était pas saturée, ça aurait voulu dire au contraire que l'on n'a pas utilisé la capacité maximale main-d'œuvre. Donc il reste sûrement des heures main-d'œuvre disponibles, et à ce moment-là, ces heures, elles pourraient être affectées à un travail différent que la fabrication des produits sur lesquels on s'est intéressé au niveau d'un programme optimal, c'est-à-dire ici les produits A et B. D'accord? Alors, la même chose, E3 égale 0, la contrainte coût matière première. C'était la contrainte coût matière première, on vous disait que l'entreprise avait en gros donné un budget maximum de, je crois, 795 € pour le coût matière première. Donc là, ça veut dire, si c'est saturé, qu'effectivement, ce que je vous propose comme phrase de conclusion, donc après c'est vous qui choisissez vos mots, il faut prévoir pour ce programme de fabrication un budget coût matière première de 795 €, et pour bien montrer la capacité, vous voyez, capacité résiduelle qui est là est nulle, ça veut dire qui correspond au maximum, au budget maximum prévu par l'entreprise. D'accord? Alors maintenant, on va passer à l'interprétation au contraire des contraintes non saturées, donc liées à des variables d'écart qui ne prennent pas la valeur 0. Donc, ici, regardez, E2 égale 300, donc c'est différent de 0, c'est associé à la deuxième contrainte qui était la contrainte machine, donc ça veut dire que la contrainte machine n'est pas saturée. Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure pour si la contrainte main-d'œuvre n'était pas saturée, regardez, là j'interprète exactement de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'utilise pas la totalité des capacités horaires machines disponibles sur, donc, 2025 heures utilisables, 300 resteront disponibles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est intéressant aussi à savoir. Donc, regardez, j'ai fait ma petite différence. Et là, vous êtes obligé de le faire si vous voulez connaître les besoins en heures machines. Donc, ce qui veut dire que ce programme mensuel de fabrication nécessite seulement 2025 moins les 300 qui restent encore disponibles, donc 1725 heures machines. D'accord? Et puis maintenant, l'interprétation de la dernière contrainte, qui est là la contrainte dite marché, E4 égale 300, donc si vous vous souvenez dans l'énoncé, c'était que le marché des produits B ne pouvait pas absorber plus de, ça va être 600, donc ça veut dire effectivement, on ne pourra pas écouler plus de 600 articles B sur le marché, donc c'était pas la peine d'en produire plus que ça. Et donc là, effectivement, ça veut dire que, alors ça se dit en marketing qu'un marché n'est pas saturé. Donc là, vous pouvez dire, le marché B ne sera pas saturé. Parce que ça veut bien dire ça, on n'a pas écoulé sur le marché le maximum que l'on pouvait. Alors, faites attention, là, je vais insister sur la manière d'interpréter ma fameuse capacité résiduelle, c'est-à-dire le 300. Donc, là, pour des contraintes de marché, moi je pense que, parce que de temps en temps je vois ça comme interprétation, et qui est mauvaise, d'après moi, c'est de ne pas dire, tiens, 300, on peut, on aurait pu fabriquer 300 produits B de plus. Pourquoi c'est mauvais? Parce que dans l'idée de dire, tiens, mais pourquoi on pourrait en fabriquer 300 de plus en se disant, ça va nous amener peut-être une marge supplémentaire? Or non, vu toutes les contraintes du problème, de toute manière, la marge maximale, elle est associée avec nos 300 produits B. Donc à ce moment-là, cette fameuse capacité résiduelle de 300, vous l'interprétez plutôt là, comme moi, souvent je l'interprète comme ça, c'est-à-dire l'entreprise ne vendra par mois que 300 produits B, soit, alors là, le 300 produits B, ça c'est parce que c'était Y qui prenait la valeur 300, et là, ce 300-là, c'est bien mon E4, soit 300 produits de moins que le maximum prévu. Et vous ne me dites pas, on aurait pu vendre 300 produits B de plus. Vous dites seulement, si vous voulez interpréter cette fameuse capacité résiduelle, il reste encore
hein, on en a vendu, moins on en a écoulé, 300 de moins que le maximum possible. C'est bon? Alors maintenant, pour revenir sur le total, il y a plein de trucs que j'ai déblatérés avec mon graphique. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, hein, sur les deux parties? Regardez maintenant, vous avez un énoncé concret. Vous le traduisez, forme canonique, les variables principales, les inéquations, la fonction économique, savoir si c'est un maximum, un minimum, etc. Bon, s'il y a deux variables principales, vous pouvez passer, bon, vous avez vu, on peut passer aussi par le simplex, mais ce qui est dans ce cas-là peut-être un peu plus rapide, vous faites la résolution graphique. Dès qu'il y a plus de deux variables principales, impossible. Donc, on passe par le simplex. Et tout de suite, alors maintenant, on fait les trucs pratiques. On a notre forme canonique, on introduit les variables d'écart pour transformer les inéquations en équations. On obtient notre forme standard. Tout de suite, premier tableau du simplex. D'accord? En mettant en situation de hors-base toutes les variables principales, en situation de base toutes les variables d'écart. Et après, les itérations, variable in, variable out, nos petits critères là que l'on a mis en place, transformation du tableau, on regarde au final la nouvelle ligne delta, s'il y a encore un coefficient positif sur la ligne delta, et on recommence une itération, variable in, variable out, transformation du tableau. Et on s'arrête uniquement quand, dans le nouveau tableau construit, on remarque que tous les coefficients de la ligne delta sont négatifs. À ce moment-là, dernier tableau du simplex, on arrête les itérations, on lit le dernier tableau pour définir, savoir les valeurs des coordonnées des variables principales et d'écart, suivant qu'elles soient hors base et base, etc. La valeur de la fonction économique, et après, on interprète tout ça de manière concrète. Donc, voilà. Donc, la méthode du simplex terminée.